Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, je rencontre un duo assez improbable, Gaston Bourdage et Sylvie Croteau. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. On se rencontre aujourd'hui pour le livre que vous avez sorti au courant de la dernière année, Dignité piétinée. Tout d'abord, je vais vous faire les présentations rapidement. Monsieur Bourdage, notre auditoire, vous le connaissez sans doute un peu, étant donné que vous aviez fait l'émission Réflexion sur la vie. Oui. D'ailleurs, j'invite les gens qui s'intéressent au parcours de Monsieur Bourdage à aller écouter la liste de lecture sur notre chaîne YouTube Réflexion sur la vie. Madame Croteau. Oui. Je vais commencer par vous pour la présentation, pour vous présenter à notre auditoire parce que les gens ne vous connaissent pas. Non, pas du tout. Parlez-moi de vous tout d'abord, pas en lien nécessairement avec le livre, pour que les gens vous connaissent un peu. D'accord. Alors, moi, j'étais dans l'enseignement. J'ai fait 25 ans au primaire avec les petites premières années et j'étais à Montréal. Et quand je suis arrivée dans la région, je demeure à Saint-Jean-Port-Joli, j'ai fait du travail d'enseignement à l'éducation des adultes avec des jeunes décrocheurs qui reviennent à l'école. Et durant la période où j'étais ici, j'ai été victime de violences conjugales. Pas de violence physique, mais de la violence psychologique, de la violence verbale et de la violence monétaire. OK. Alors, mon parcours, en gros, c'est ça. Et j'ai rencontré Gaston dans un salon du livre à Saint-Jean-Port-Joli. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a placoté un peu, puis après ça, on s'est recroisés et nous est venue l'idée d'écrire un livre ensemble. OK. C'est ici à Rivière-du-Loup qu'on a pris la décision de plonger dans ce projet-là. Ah oui, OK. Oui. Directement ici? Pas à la librairie comme telle, mais dans un petit resto de la rue La Fontaine. OK. Oui. Les gens vous connaissent un peu via, comme je disais, via la série qu'on a faite ensemble, Réflexion sur la vie. Oui. Parlez-moi de vous un peu. Oh mon Dieu, au passé ou au présent? Au présent. Au présent, je suis un homme heureux, comblé, avec beaucoup de merci à dire. Les gens qui ont suivi la série Réflexion sur la vie peuvent facilement comprendre pourquoi je me considère chanceux d'être ici avec vous autres ce matin, à partir de ce que je raconte dans cette série-là. C'est ça, la vie continue, la vie est belle, difficile et belle, mais plus belle que difficile. C'est ça l'important. On s'attaque au sujet principal, dignité piétinée. Tout d'abord, ça parle de violence conjugale. Pouvez-vous me parler de la structure du livre? C'est un roman, c'est narratif? Oui, c'est narratif. C'est autofictif aussi comme roman. C'est-à-dire que les personnages, c'est un peu ce qu'on a vécu, mais on a enrobé un peu et on s'est pas nommé soi-même là, dans le livre. OK. Et dans le fond, la violence conjugale, qu'on y retrouve, M. Bourdage, vous l'avez souligné dans Réflexion sur la vie, vous le soulignez dans ce livre-là également aussi, j'imagine, via le personnage. Vous avez commis un meurtre dans le passé. Oui. Pouvez-vous me parler un peu de votre implication dans ce livre? Bon, pour y arriver, j'ai eu besoin de l'aide de Sylvie. On a d'abord trouvé les prénoms de nos deux personnages, parce que Sylvie, elle est représentée par un personnage dans le livre qui s'appelle Anne. De mon côté, le personnage qui est le mien, il se prénomme Ben. On fait intervenir là-dedans des gens qui font partie de nos histoires de vie personnelles et communes, si on veut. Puis on a écrit en fait, le côté fictif, c'est certaines situations qu'on décrit dans le volume, la façon dont ça s'est passé. Exemple, ça peut être au pénitencier. Je pense que Anne, elle décrit encore de façon plus réelle ce qu'elle vit, alors que moi, il y a un petit peu de romance au niveau du pénitencier. Okay. Au niveau des personnages aussi, c'est fictif. Le personnage de JF, par exemple, est un personnage que j'ai imaginé. Je suis partie, en fait, de ce que Gaston m'avait dit sur quelqu'un qu'il avait rencontré. Et moi, je suis partie avec JF, puis je l'ai tricoté de A à Z là-dedans. JF a existé, moi, dans ce qui me concerne. Là. Okay. J'avais un confrère co-détenu avec moi qui se prénommait JF. Okay. Et la première scène qu'on raconte dans la cafétéria, c'est vraiment arrivé. Okay. Okay? Puis ça
ça explique quelque part toute la dynamique du pourquoi j'en suis arrivé à enlever la vie, mais on ne parle pas de justification, on parle strictement que d'explication comme une équation. Là. OK. Et JF, en ce qui me concerne, Sylvie va continuer à le découvrir parce que dans le roman, elle en fait son fils. OK. Il devient le fils d'Anne à quelque part. OK. Et ça, c'est comme coïncidence, c'est assez extraordinaire. Parce que la relation qu'elle développe avec JF, c'est oui, beau. c'est un personnage auquel je me suis attachée, JF. Puis il va chercher chez Ben, il va chercher chez Anne certaines choses. C'est un jeune assez fougueux, mais qui a quand même une certaine maturité, puis qui va, malgré sa fougue, il est capable d'aller coincer Ben, coincer Anne dans ses réflexions. OK. Vous avez souligné, M. Bourdage, pour Mme Croteau, votre histoire que vous avez vécue. Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu de façon très à l'aise? Sentez-vous tout à fait ouverte? Là? Mon Dieu, c'est pas mal décrit dans le livre. Je vivais beaucoup de violences psychologiques. T'es bonne à rien, tu seras pas capable de rien faire. Et pourtant, puis je me sentais tellement nulle. Et pourtant, j'étais enseignante, j'étais une des très bonnes enseignantes. Les élèves m'adoraient. La directrice m'a demandé de la remplacer pour des périodes de 6 mois. J'ai fait le travail haut la main. Puis quand je rentrais dans mon auto pour m'en aller à la maison, je devenais un tapis, là, une paire de bas lancés dans le coin, violence verbale beaucoup, harcèlement, violence monétaire. Il fallait que je me cache pour m'acheter une tablette de chocolat. Là, je ne pouvais pas dépenser un sou. Mon argent était son argent, puis son argent était son argent. Okay. Alors, je payais tout. Ça a été difficile, me faire embarrer dehors, me faire lancer mon assiette à terre. Donc là, tiens, mange comme un chien. C'était de cette sorte de violence-là que j'ai subi. Et suite à ça, la maladie est rentrée dans ma vie, c'est le cas de le dire. Je répondais pas, je n'étais pas capable de répondre. J'avais tellement peur de cet homme-là que je gardais tout en dedans et ça bloquait ici. Ça bloquait dans ma gorge tout le temps. Il n'y avait rien qui sortait. Et j'ai dû me faire opérer parce que ma gorge rétrécissait. Il y avait des séquelles physiques? Il y avait des séquelles physiques à cette violence-là. Et pourtant, j'avais pas de bleu. Personne ne le savait. Personne n'était au courant. Personne, parce que, d'abord, on a honte. On ne veut pas en parler. Et les gens, on ne sait jamais ce qui se passe entre 4 murs d'une maison. Mais la violence, elle est là. Puis là, les gens le découvrent en lisant le livre. Mon Dieu, on ne pensait pas que tu vivais quelque chose comme ça. Puis ça paraissait pas à l'école. J'étais quelqu'un de très organisé, de très articulé, mais pas à la maison. Combien d'opérations tu as eues? Bien, j'ai eu 4 dilatations qui n'étaient pas des grosses, pas vraiment des opérations. Là, c'est des petites interventions pour dilater justement la trachée. Puis après ça, une très grosse et très délicate opération. OK. Quand j'ai lu ce que Sylvie, à travers Anne, a présenté, l'impression que j'ai eue, c'est que sa dignité à elle. Oh, j'en avais plus de dignité. Comme ça. D'où le titre. Et sa dignité a été piétinée, alors que moi, j'en ai piétiné avec ce que j'ai fait. Le titre. Là, on se rejoint au niveau piétiné, là, mais à 2 niveaux différents. Sa dignité à elle a été piétinée. Moi, j'en ai piétiné, et en même temps que j'ai piétiné des dignités humaines, nécessairement, j'ai piétiné la mienne aussi. Et ça, mais ça se fait pas. Il y a une réparation. On va voir dans
dans le tome 2 que nous sommes à écrire, on l'a baptisé Dignité aux soins intensifs. OK. Et c'est vraiment le cas parce que on tombe là, dans le psychothérapeutique, puis dans la conscientisation avec des points de suspension. Là. Puis là, on va travailler tantôt, là, quand Anne, je présume, elle va nous raconter ces sessions de psychothérapie où la psychologue l'a amenée peut-être à des endroits qu'elle ne s'entendait pas d'aller. En tout cas, personnellement, moi, j'ai eu à aller à des places avec les psys avec lesquels je ne m'attendais pas du tout, mais que j'avais besoin d'aller voir. OK. Okay? OK. Le besoin que j'ai eu, moi, là-dedans, c'est toujours tenter de réparer au maximum les dignités piétinées, autant celles des autres que la mienne. Et mon objectif se poursuit. Et puis aujourd'hui, nous traversons une époque, je pense, où les dignités humaines sont énormément bafouées. Qu'on regarde le langage actuellement qui est utilisé sur les réseaux sociaux, on peut trouver un paquet de dignités qui sont, excusez l'expression québécoise, qui sont maganées en tabarnouche. Puis le tome 3, ben, il va s'appeler Dignité retrouvée. OK. Fait qu'on part du pays. Anne, Ben, soins intensifs, on va voir le docteur, puis en fait sous forme imagée, là, puis après ça, à la fin du tome 3, c'est on actualise en fait chacune de nos personnes pour... Puis comment on sort plus fort de ça. Plus ça va. Moi, je vis présentement une période de ma vie où je suis très heureuse. Ça va bien, je suis en pleine possession de mes moyens. Ça va très bien. Alors, on va voir ça dans le 3e livre. OK. Pour en venir à écrire un livre comme celui-là, ça prend une certaine prise de conscience de sa situation, j'imagine. Oui. Vous, comment est-ce que vous avez... Des exemples que vous nous donniez tantôt, pour nous qui écoutons l'histoire pour la première fois, ça nous semble évident que c'est de la violence conjugale. Mais pour vous, comme vous le viviez, c'était pas évident. Vous vous en rendiez pas compte, sans doute. Vous ne vous l'êtes pas avoué à ce moment-là. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous viviez la violence conjugale? Ah, c'est assez spectaculaire. J'étais à l'école et à l'éducation des adultes. Et la conseillère d'orientation cogne à la porte et elle dit « Il y a des gens en bas qui vont parler de violence conjugale. J'invite les élèves à venir. » Alors, j'ai dit « Bon, je vais descendre avec mes élèves. » Là, présentement, j'ai 66. Je pense que j'avais 59 ans. Et 58. Et à ma grande surprise, moi, je pensais que la violence conjugale, c'était quand on recevait un coup de poing ou on se faisait casser un poignet. Et là, elle parle de 5 sortes de violences conjugales. Et dans les 5 sortes, j'en avais 3. Je suis restée... les élèves sont partis. Je me vois encore là, assise dans le gymnase, dans la salle d'examen. Et me dire, c'est vrai, je subis la violence conjugale. C'était... Puis ma psy m'avait dit, t'as tous les symptômes d'une femme battue. Je dis, voyons, on sait qu'elle s'en va, c'est qui, elle, une femme battue? Je suis pas battue. J'étais prise à la maison. Je me souviens d'avoir passé la réflexion parce que parce que je l'ai plus, une maison magnifique. Je me disais, je suis prisonnière d'une belle cage dorée. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais victime de violence. Et pour faire un peu de saut sur ce que vous disiez, après ça, ça a été difficile d'écrire parce qu'il aurait fallu que je revive tout ça. Et au départ, j'écrivais... d'ailleurs, dans celui-là, c'est flagrant, là... Les passages d'Anne sont courts comparativement aux passages de Ben qui sont sur bien des pages. Et j'écrivais en automatisme, sans passer de sentiments, parce que je n'étais pas capable. Alors, Gaston me renvoyait le texte en disant « Oui, c'est bien, mais
enveloppe un peu. Parle-nous comment tu te sentais à ce moment-là. Qu'est-ce qui faisait que tu étais comme ça? Alors, dans le deuxième, Anna prend plus de place. Okay. Ah oui, Anna, j'ai le goût de te parler des livres que tu as écrits avant, qui, d'après moi, sont très éloquents sur ce que tu avais besoin de dire. Juste les titres des livres que tu as écrits. Ah oui. Et c'est fort ce que tu as écrit. Oui, oui. Tes autres livres, là. Oui, oui, oui. C'était tant qu'à rêver, rêve pour vrai. Tant qu'à parler, parle pour vrai. Et tant qu'à fuir, fuis pour vrai. Alors, effectivement, mes titres allaient, sans le savoir, allaient mener à... Ils sont éloquents. Ils sont éloquents, oui. J'en ai lu un, entre autres, moi, puis ça décrit, en fait, quelqu'un qui se compte de compte. Qui ne sent pas capable de dire des choses qu'il aimerait dire. Mais elle, ce qu'elle a écrit, elle dit « dis-le donc », tu sais. Puis l'autre chose, au niveau de la fuite, je me suis reconnu dans ce qu'elle écrit. Je me suis fui dans ma propre vie pendant des années. Puis à un moment donné, elle m'offre ce livre-là. Je lis ça, je dis tabarnouche, elle est en train de me décrire à quelque part. Seule chose, j'ai pas le bateau du personnage. Il y a un voilier dans son livre. Puis j'ai jamais eu de voilier comme tel. J'ai juste eu un petit dériveur à un moment donné, mais quand même. Mais ces livres, en tout cas, juste les titres, pour moi, ils ont été extrêmement pertinents. Et en même temps, ça colle à ma propre histoire de vie, là, OK? Monsieur Bourdage, vous, votre prise de conscience, vous l'avez faite de quelle manière que, au-delà de faire l'acte du meurtre, vous nous aviez raconté par le passé à l'équipe de la télé communautaire que c'est vous qui êtes allé au poste? Oui. Donc, votre prise de conscience, est-ce qu'elle démarre là ou elle démarre au pénitencier? Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être à cause de ce que j'avais déjà vu à la télé. Il y a des fois, après un crime, il y a des individus qui se rendent, ils se rendent à la police, là. Mais je veux dire, j'étais tellement dans les vapeurs. Je veux dire, au mois de février, je marche en souliers puis en gilet dehors. Je ne sens même pas le froid. Là, je suis complètement capoté. Je dirais que la conscientisation... un des bons endroits pour devenir conscient, c'est une cellule de prison ou une cellule de pénitencier. Ça parle. Donc ça parle. Plafond, plancher, mur, là, dans le silence, il parle en tabarouette. Les barreaux aussi, ça parle. Hein? Le barreau, ça ramène à soi. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Dire, ça me représente. Dire, mais là, qu'est-ce que je fais avec? S'ils me parlent, qu'est-ce qu'ils me disent? S'ils me disent quelque chose, ben, j'ai à y répondre. Mais ça a pris... plusieurs mois, je pense, avant que tu réalises. Puis de l'aide d'un paquet de monde. J'ai été confronté. Le premier qui m'a confronté, ça a été l'aumônier de la prison d'Orsainville, Gaston Chapados. Puis confronté pour le vrai, là, mais avec un grand, grand respect. Ma dignité n'a jamais été attaquée par son propos, mais son propos s'adressait à ma conscience. Oh boy! Puis quand il me parlait avec les bâtons dans le trou, là, les yeux dans les yeux, puis il me posait une question, on va dire, je pouvais ne pas répondre sur le moment, mais rendu dans ma cellule ou dans le corridor conduisant à mon unité, je veux dire, ce que Chapados m'avait dit, ça travaillait. Puis j'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin de confrontation pour être mis d'abord, pour pouvoir répondre à la question pourquoi j'avais tué. C'est peut-être la question la plus difficile. Puis j'y ai répondu, ça a pris des années et des années. Puis après ça, l'autre question, c'était comment dans ma vie j'en suis arrivé là. Il y a une histoire derrière ça. Qui explique, qui donne des explications, mais encore là, on est dans la non-justification totale. Peu importe ce que je pourrais dire à qui que ce soit, à quelques journalistes que ce soit, je vais donner un paquet d'équations, ça plus ça plus ça, ça donne ça. À la fin, on arrive au même résultat, c'est non justifiable. Comme toute forme de violence est non justifiable. C'est de la faiblesse, c'est de la lâcheté. La violence, c'est de la lâcheté. Dans mon cas, c'était de l'orgueil, de la lâcheté et de la vengeance. Puis aujourd'hui, ben, on vit une période où, je sais pas, réseaux sociaux avec nom d'emprunt, c'est pas très courageux. Il n'y a pas grand courage là-dedans et je me reconnais là-dedans aussi. Mais je me pénalise pas pour ça. Et je me donne pas de coup de masse sur la tête à cause de ça. Je fais juste en prendre conscience. Puis dire oui, tu as été capable de faire ça. Bon.
faut passer à d'autres choses. Puis il y a l'aspect de la réhabilitation aussi. C'est officiel que dans le milieu carcéral, je dirais, il y a 3 sortes de clientèle. Il y a ceux qui ponctuellement ne savent pas s'ils veulent s'en sortir. Il y a ceux qui ponctuellement ont décidé de ne pas s'en sortir. Puis il y a ceux qui ont décidé de s'en sortir. Moi, j'ai fait le choix de m'en sortir. Mais il y a une période où j'ai vraiment eu envie d'embarquer dans le système criminel. Puis j'avais tous les contacts qu'il fallait. Puis je me voyais avec une grosse Mercedes 530 SEL à la sortie du pénitencier. Puis je me suis organisé pour que ça arrive. Mais finalement, il y a des gens qui m'ont brassé et ont dit « Wow, 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 un instant. » là. Ce livre-là, ça a pour but de faire prendre conscience, j'imagine, à des gens qui pourraient vivre de la violence conjugale, de s'assumer, de vivre, d'être conscient plutôt qu'ils en vivent. Oui. Mais je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une forme de thérapie pour vous-même d'avoir écrit ce livre? Absolument. Absolument. Le mot thérapie est peut-être pas exact, mais ça a été un exutoire. Ça a fait sortir le méchant. Oui. Et d'ailleurs, c'était difficile. Puis, entre la porte du frigo et mon ordinateur, là, il y en a des pas qui se sont faits. Parce que j'écrivais, puis après ça, là, je tourne en rond, va au frigo, prends quelque chose, reviens à l'ordinateur. Oui, ça a été libérateur aussi. Libérateur de pouvoir parler de tout ça puis de le sortir parce qu'il y a des choses. On parle de dignité, je vous raconte quelque chose. Je pouvais pas aller à la toilette toute seule. Alors là, il y en a plus de dignité là. Quand je m'assoyais sur la toilette là, il arrivait et il prenait ma tête et la mettait sur lui, sur son ventre. Je vais vous dire qu'il n'y a plus de dignité dans ce temps-là. Elle était piétinée, il n'y en avait plus. La seule dignité que je retrouvais, c'était à mon travail. Là, j'en avais de la dignité. Sinon, j'étais un déchet qu'on balayait en dessous du tapis. Il n'y a plus de dignité. C'est assez personnel, ce que je vous raconte là. C'est assez difficile. Mais ça montre jusqu'où ça pouvait aller. Et le fait de l'écrire, de le dire, ça m'a permis de voir aussi jusqu'où ça allait, cette violence-là. Aujourd'hui, je pense, je me dis, c'est effrayant. Puis, comme je dis dans le livre, puis il serait plus... Mais les gens qui ne connaissent pas ça, qui n'ont pas vécu ça, tu n'avais rien qu'à barrer ta porte. Ben oui, j'avais rien qu'à barrer ma porte. Mais la fois où je l'ai fait, je me suis tellement fait engueuler, j'ai eu tellement peur que je me suis dit, bof, entre la peur puis ce que je vivais, parce qu'il me faisait pas mal, je me disais, je vais y aller avec ça, c'est moins pire que de subir une colère. Je veux faire du pouce sur ce que Sylvie vient de dire. Sa dignité a été à ce point piétinée que ça s'est garoché dans sa gorge. Une dignité piétinée, à un moment donné, elle a besoin d'un exutoire. Okay? Elle va le prendre. Moi, j'ose dire aujourd'hui à la caméra, parce que je ne l'ai jamais avoué à personne, en jasant, en écoutant Sylvie, en écoutant tes questions. Ma propre dignité, je l'ai tellement piétinée que ça s'est résulté en un homicide. Il y a quelque chose dans toi qui dit un offre, c'est assez, là. C'est assez. Comme ma conscience. Moi, les 10 commandements de Dieu, je les ai transgressés, OK? Quand on est rendu là, après ça, il faut qu'il y ait un résultat à ça. On ne reste pas sans conséquence à ça. Okay? C'est des valeurs morales profondes. Puis quand on les transgresse comme je les ai transgressées, à un moment donné, on embarque malgré soi, de façon inconsciente, puis par les mauvais choix que j'ai faits dans une forme d'entonnoir. Puis dans mon cas, au bout, là, c'était la mort de quelqu'un, soit la mienne ou celle d'une autre personne. Et j'ai fait le choix d'enlever au lieu de me l'enlever. Et ça, on a aussi regardé ça en thérapie, là. Okay. Et ça, c'est vraiment de la lâcheté.
Le suicide n'est pas mieux qu'un homicide, l'homicide n'est pas mieux qu'un suicide. Ce sont deux gestes extrêmement violents qui expriment des choses, mais il n'y a pas de suicide qui se justifie, puis il n'y a pas d'homicide qui se justifie. Au niveau de la justification, explication, oui. Mais quand on utilise cette voie-là, c'est que notre propre dignité, on l'écrase. Ça serait tout un autre débat que de parler de suicide, par exemple, oui. Là, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Gaston. Non. Mais, tu ne penses pas que la dignité, tu penses pas que la dignité est piétinée? Oui, la dignité est piétinée, mais c'est pas un... Pour moi, l'acte n'est pas aussi... aussi grave qu'un homicide? Qu'un homicide. Ben, oui, c'est très grave. C'est la vie dans les deux cas qu'on enlève. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la personne est tellement en détresse psychologique que c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour s'en sortir. J'étais en détresse psychologique. Oui. Quand oui. je l'étais, le plus bel exemple que moi j'ai eu, c'est M. Cyrulnik, Boris Cyrulnik, qui me l'a donné à une émission de Catherine Perrin, que j'écoutais, puis à un moment donné, il a décrit ma situation à un moment donné, puis j'ai écrit à Mme Perrin pour lui dire « Mme Perrin, merci infiniment, je viens de comprendre. » On reste dans l'injustification. OK? Peu importe ce que je vais dire là-dessus, là, au bout de tout ça, le mot, c'est non-justification. Puis l'explication de la non-justification, c'est ma lâcheté. On ne discute pas, là. J'ai posé un geste de lâche que j'aurais pu poser envers moi, mais que j'ai posé envers quelqu'un d'autre. Dignité piétinée, ça se retrouve où? Dignité piétinée, ça se retrouve dans quelques librairies, parce qu'on les a placées là nous-mêmes, mais ça se retrouve surtout sur édition@commercial-quépanché.com ou à dignitéLivre.com. Ce sont deux endroits que les gens peuvent aller visiter et commander leurs livres à cet endroit-là, à ces deux endroits-là. Puis on peut l'avoir ici en librairie, où nous sommes actuellement, librairie... La librairie du Portage? Oui, à Rivière-du-Loup. Puis il y en a à Rimouski aussi. OK. Puis en Gaspésie. OK. Oui. OK. Vous avez fait le tour pour l'emporter? Oui. OK. D'ailleurs, je prends l'occasion, la pioche que vous tendez, pour remercier la librairie du Portage et sa propriétaire, Mme Lavoie, de nous avoir accueillis ici ce matin pour réaliser cette entrevue-là. C'est un lieu enchanteur, une librairie. C'était à propos à cause de la publication du livre que vous avez fait. Je pense que c'est un endroit très adapté pour le contenu qu'on avait à réaliser ce matin. Donc, merci beaucoup, Mme Lavoie. Merci à tous les deux. Merci à vous. C'était un plaisir Oui. de discuter avec vous. Et on se retrouvera sans doute lors de la parution du chapitre 2. Avec plaisir. On viendra vous en parler. Merci. Merci. Merci.